Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le Parlement fraîchement élu a siégé pour la première fois ce mardi de décembre en Tunisie. Une séance toutefois boycottée par le président sortant, Moncef Marzouki. Après la seconde attaque meurtrière en moins d'une semaine du groupe terroriste Al-Shebab au Kenya, le président Uhuru Kenyatta limoge son ministre de l'Intérieur et le chef de la police. 36 personnes avaient été tuées dans le nord du pays ce lundi. Zoom sur une initiative économique destinée à dynamiser l'entrepreneuriat chez les jeunes au Nigeria. Le programme lancé par l'homme d'affaires Tony Elumelu vise à créer 10 000 projets au cours des 10 prochaines années. Le premier Parlement post-révolution est officiellement entré en fonction en Tunisie. La session inaugurale s'est tenue à Tunis mardi en présence des membres du gouvernement et des députés. Les défis qui attendent les premiers parlementaires démocratiquement élus sont nombreux. Idlet Mirabel Bissou nous en dit plus. Annoncé le 25 novembre dernier par le président de l'Assemblée constituante, la première session inaugurale du Parlement en Tunisie a eu lieu ce mardi 2 décembre. Cette session inaugurale, boycottée par le président sortant Moncef Marzouki, a vu la présence de plusieurs acteurs politiques. Premier Parlement du pays démocratiquement élu après le printemps tunisien, les défis à relever par cette nouvelle institution sont énormes. Les défis sont nombreux. Disons qu'aujourd'hui, les Tunisiens nous demandent avant tout de leur assurer leur sécurité. Ils nous demandent aussi que en tant qu'élus, nous soyons leur porte-parole auprès du gouvernement afin qu'ils prennent des dispositions pour rendre les prix plus abordables parce qu'aujourd'hui, les Tunisiens n'arrivent plus à subvenir, une grande partie des Tunisiens n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants. L'Assemblée constituante, dominée par les islamistes des Nahda, avait été élue en octobre 2011 pour rédiger une nouvelle constitution après la révolution qui avait renversé le pouvoir de Ben Ali. Le nouveau Parlement tunisien, élu le 26 octobre dernier, est dominé par les séculiers du parti Nida Tounes. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Tunisie, pour la première fois depuis l'indépendance, a une assemblée plurielle et démocratique, et j'espère qu'elle sera à la hauteur des attentes des Tunisiens et des Tunisiennes qui ont bien le droit d'être exigeants après tant d'années d'abord de répression, mais aussi après 3 années d'instabilité et de problèmes de tout ordre. Le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 23 novembre 2014 devant le président sortant, Moncef Marzouki. Le nouveau Parlement démocratiquement élu ouvre une nouvelle page de son histoire après 3 années d'antagonisme marquées par l'adoption de la constitution tunisienne. Le président kenyan réagit à la dernière attaque des Shebab perpétrée ce lundi. Le ministre de l'Intérieur et le chef de la police ont été démis de leurs fonctions mardi. L'attentat avait causé la mort de 36 personnes dans le nord-est du pays. Sally Ghanem. Les Shebab ont mené une nouvelle attaque ce lundi 1er décembre au Kenya, dans une ville frontalière de la Somalie. D'après la Croix-Rouge, au moins 36 personnes ont été tuées. Cet attentat est le dernier en date d'une longue série d'attaques de ces combattants islamistes affiliés à Al-Qaïda. Le groupe armé montre une nouvelle fois sa dangerosité et sa facilité de déplacement dans l'ensemble de la Corne d'Afrique. Et pour cause, n'utilisant pas les mêmes moyens, le gouvernement s'est trouvé jusqu'à présent en incapacité de mettre fin aux agissements de ces terroristes. Tous ces mouvements extrémistes, terroristes qui ensanglantent l'Afrique, en particulier la Corne de l'Afrique. L'éradication est une urgence, est une nécessité. Mais simplement, comme c'est une guerre asymétrique, que les États n'utilisent pas les mêmes moyens que ces groupes-là, c'est très compliqué justement de les combattre. C'est-à-dire de savoir quand ils vont frapper, où ils vont frapper, comment ils vont frapper. Et comme eux, ils cherchent la terreur, à frapper les esprits des imaginations par la terreur, les combattre, soit les États adoptent les mêmes moyens ou mettent en place des forces spéciales qui vont les traquer. Suite à ce massacre, le président kényan a réagi en limogeant ce mardi 2 décembre le ministre de l'Intérieur et le chef de la police, leur reprochant l'incapacité des forces de sécurité kenyanes à prévenir les attaques des Shebab. Les autorités doivent également faire face aux conséquences de ces attaques sur l'économie du pays. En effet, le tourisme sur la côte, qui est un secteur clé de l'économie kenyane, est aujourd'hui sinistré.
De plus, des syndicats de fonctionnaires, professeurs et médecins ont conseillé les travailleurs venus d'autres régions de quitter le nord-est du Kenya. Moi, je pense qu'il faut d'abord régler les questions économiques et les questions sociales en amont et stabiliser les États fragiles comme la Somalie pour justement enlever aux jeunes qui sont tentés par ces mouvements l'envie d'aller les rejoindre. Le Kenya est la cible de nombreux attentats depuis son intervention militaire en Somalie en 2011. Pour rappel, les rebelles islamistes ont tué au Kenya jusqu'à présent plus de 700 personnes, dont 500 civils. Des troupes de l'Union africaine se sont depuis jointes aux forces kenyanes pour combattre le groupe islamiste Al-Shabaab. Au Nigeria, la ville de Damaturu sous couvre-feu depuis l'attaque de Boko Haram lundi. Cette ville du nord du pays avait été meurtrie par une attaque de la secte islamiste. Le bilan provisoire fait état d'au moins 59 morts, car d'après les témoins, les membres de Boko Haram auraient emmené des victimes avec eux. Le gouvernement a demandé aux habitants de rester chez eux pour que la traque des terroristes se poursuive. Le Nigeria qui marque sur le plan économique la volonté de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs sur tout le continent. Un objectif situé à 10 000 entreprises au cours des 10 prochaines années. C'est l'homme d'affaires Tony Elumelu qui est à l'origine de cette initiative. Reportage de notre correspondante à Folake Olinoye. Le Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Programme est un programme de 10 ans qui vise à former, financer et accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs dans les 54 pays du continent. Tony Elumelu, l'une des premières fortunes du Nigeria, souhaite ainsi aider les jeunes porteurs de projets d'entreprise à réaliser leurs rêves. Le programme d'entrepreneuriat se démultiplie à travers l'ensemble des 54 pays d'Afrique. Il ne fait pas de discrimination. Chaque Africain est admissible à cela. Nous voulons avoir 1 millier d'entrepreneurs chaque année pendant 10 ans. Ce sera 10 000 entrepreneurs et nous aurons à dépenser 100 millions de dollars pour qu'ils réussissent. Ce programme qui s'étale sur 10 ans permettra de consacrer 100 millions de dollars dans la formation et le financement de 10 000 startups et jeunes entrepreneurs du continent. L'objectif étant de créer 1 million de nouveaux emplois et 10 milliards de dollars de revenus annuels. Angie est membre du comité de sélection des bénéficiaires. Son rôle au sein de la fondation, participer au traitement des candidatures francophones. C'est un potentiel énorme. C'est un potentiel énorme. Presque toute la côte ouest africaine est francophone. Il est important que des efforts soient faits pour soutenir ces jeunes-là, surtout quand on voit une sorte de retard dans le succès enregistré par le secteur privé dans d'autres pays. L'environnement politico-juridique n'est pas particulièrement favorable aux entrepreneurs en comparaison avec les pays comme le Nigeria, où ils ont mis en place un système plus ou moins efficace. C'est ce qu'on voit au Kenya ou encore au Ghana. Les francophones sont encore en retard. Les jeunes intéressés pourront soumettre leur candidature à partir de janvier 2015 via le site web de la Fondation. Ils bénéficieront, s'ils sont retenus, de 12 semaines de formation et de 5 000 dollars. Ce financement permettra de donner vie à leur projet d'entreprise. L'économie toujours et la loi de finances 2015, point d'appui pour la relance économique à Madagascar. Après un débat houleux, elle a été adoptée sans amendement par le Parlement le 27 novembre 2014. Désormais, la planification du développement se fera avec une meilleure visibilité et de plus larges manœuvres. Les précisions de Grazela Tchakounté, commentaire de Radija Sfar. Adoption du projet de loi de finances 2015 à Madagascar. Le gouvernement veut croire que l'année prochaine sera marquée par la relance économique et table sur une croissance de 5% du PIB contre 3% cette année. Pour atteindre cet objectif, les autorités misent sur le partenariat public-privé et sur le potentiel de la grande île en matière de ressources humaines. C'est d'abord de mettre en place une véritable stratégie, laquelle sera basée sur une mesure, d'encouragement du secteur privé, mettre en place un environnement des affaires qui puisse permettre aux investisseurs de venir à Madagascar. Parallèlement, les recettes fiscales devraient également augmenter pour passer de 11,6 à 12,3% du PIB, des perspectives basées sur l'instauration d'un régime fiscal des sociétés mères filiales, la généralisation de l'impôt sur les revenus intermittents et la nouvelle détermination de la base de l'impôt sur les plus-values immobilières par application d'un abattement forfaitaire de 75%. Si on augmente les recettes fiscales pour 2015, on n'est pas forcément obligé de recourir à des nouveaux taux ou à de nouvelles assiettes.
Mais les mesures qui existent déjà ne sont pas encore exploitées au maximum. Ceci étant, ça ne va pas du tout entraver l'idée de la relance économique. Notons que les coopérations avec les partenaires techniques et financiers reprennent progressivement pour accompagner le pays dans ses actions de développement socio-économique afin d'en faire une nation moderne et prospère. D'ici là, le chemin est encore long, mais la grande île semble sur la bonne voie. Au Congo, le Conseil national de la jeunesse veut mettre en accent sur la formation et l'emploi des jeunes. L'organisation dotée d'un nouveau président depuis 6 mois vient de tenir sa session inaugurale. Quelles sont les missions et les défis de la nouvelle équipe en place? Élément de réponse avec notre correspondant Prince Bafolo. La nouvelle équipe du Conseil national de la jeunesse du Congo prend officiellement fonction. Élue en mars dernier, elle a tenu sa session inaugurale en novembre dernier à Brazzaville. Le nouveau bureau veut se donner les moyens pour la formation et l'éducation des jeunes. Première activité importante depuis sa mise en place, l'organisation de la participation civique et démocratique, un événement qui vise à impliquer les jeunes dans le processus électoral. Si vous remarquez, dans le contrat social du président de la République, l'éducation occupe une place de choix. Et il écrit, je cite, « Une population éduquée et assez préparée à accélérer son développement ». Du coup, nous, on se focalise plus sur l'éducation. Dans son programme, le Conseil national de la jeunesse veut privilégier 5 axes principaux: éducation, santé, communication, emploi, plaidoyer et bonne gouvernance. Il s'agira de former les jeunes dans ces domaines et leur faciliter ainsi l'accès à l'emploi. Sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le Conseil national de la jeunesse se doit, selon les autorités politiques, de jouer sa part dans l'autonomisation des jeunes au Congo. C'est ce qui explique la tenue du dialogue intergénérationnel qui a eu lieu en novembre dernier. Il s'agit par ce dialogue de faire participer les jeunes au processus de prise de décision et de contribuer à une transmission des valeurs sociétales, des valeurs morales d'une génération à une autre, d'amener les jeunes à s'approprier la politique de développement de leur pays, de mieux la comprendre pour mieux la défendre et pour être sûr que demain, et lorsque eux aussi arriveront aux affaires, ils seront à mesure de poursuivre l'œuvre qu'auront commencé leurs aînés. Les défis du Conseil national de la jeunesse du Congo restent grands. L'organe devra aujourd'hui mener des actions significatives et fédérer le maximum de jeunes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.